Bonsoir à tous et bienvenue sur ITV dans l'actualité de ce samedi 18 janvier 2020. Il y a quelques jours, un incendie spectaculaire a réduit en cendres une dizaine de concessions dans le village de Ndialakhar. Les autorités municipales ont offert 3 millions de francs à ces familles qui, du jour au lendemain, se sont retrouvées dépourvues de tout. Le directeur général de la SAR, Serigne Mboup, rassure les populations de Thiaroye-sur-Mer. Le liquide qui a été trouvé sur la plage n'est pas du pétrole mais de l'essence léger. Toutefois, les recherches vont se poursuivre afin de déterminer l'origine de ce combustible. Et nous sommes samedi, l'article de la semaine porte sur les séries de meurtres effroyables d'enfants au Sénégal. Nous avons choisi un reportage du quotidien Vox Populi. Son auteur Ramawad va revenir sur son travail dans ce journal. Le développement de tous ces titres, c'est dans un instant. Ndialakhar est un village situé dans le département de Touba à une dizaine de kilomètres. Il y a quelques jours, un incendie spectaculaire a ravagé une dizaine de concessions. Plusieurs familles sont actuellement sans toit ni vivre. Les autorités municipales ont donc déboursé 3 millions de francs CFA en guise de soutien à ces sinistrés. Correspondant sur place, Goran Daklo. Ndialakhar vit dans le désarroi après l'incendie qui a ravagé plus de 10 concessions. L'origine des flammes serait déclenchée par un déficient mental selon le chef de village qui a reçu la délégation municipale venue s'enquérir de la situation. Tout est parti à cause d'un malade mental qui en premier a mis du feu chez lui avant de le propager dans les autres maisons. Deux gars voulaient l'empêcher, mais il les a menacés avec une arme. Des récoltes parties en fumée, des cases brûlées, complet décor, une situation qui pousse l'autorité municipale à apporter son soutien aux sinistrés. 3 millions ci indil len ko te ndimbal 3 millions yi niñ ko def moy dañoo jënd juroom fukki barigo yi pep. Nous avons déboursé une somme de 3 millions de francs CFA que nous avons converti en vivres. Nous avons apporté 50 tonnes de riz et 50 tonnes de mil, plus 500 000 francs en liquide. C'est une modeste somme, mais nous voulons juste montrer notre soutien. Waye nit ko xamné lim yoron lepp jeexna. Donc motax un geste hautement salué par le chef de village. Nous remercions les autorités ici présentes car vous avez fait un geste hautement salutaire. Ndialakhar, village situé à quelques encablures de la cité sainte de Touba, sollicite davantage l'appui du gouvernement. Merci beaucoup Goran Daklo. Ce n'est pas du pétrole qui a été retrouvé sur la plage de Thiaroye-sur-Mer, mais de l'essence léger. C'est une précision du directeur général de la SAR, la Société africaine de raffinage. Serigne Mboup a également fait savoir que les recherches vont se poursuivre afin de déterminer l'origine de ce combustible. Ces propos sont recueillis par Abdourahmane Ly. Vous avez dû voir vous-même sur les images des enfants, des riverains qui jouaient là-bas, ont senti des odeurs. Et puis il a été creusé et on a trouvé effectivement ce qui semble être des hydrocarbures. Je dois tout simplement dire que ça n'a rien à voir avec la SAR parce que les pipes de la SAR sont extrêmement loin, à plus de 300 mètres de la zone. Mais il arrive souvent qu'on trouve des choses qui s'enfuient et qu'on déterre. Maintenant, dès que nous avons été informés par les riverains, mais aussi par la société de surveillance, parce qu'on a un système de surveillance qui passe dans la zone, nous avons dépêché en partenariat avec la sécurité publique, donc la gendarmerie, l'administration territoriale, le préfet, et donc les équipes techniques de la SAR, sécurité, sapeurs-pompiers. Nous sommes allés sur place et nous avons essayé de savoir ce dont il s'agissait. Voilà, donc on a creusé un peu sur la plage. On a vu effectivement qu'il y avait des liquides que nous avons prélevés et analysés dans notre laboratoire. Et les analyses donnent quelque chose qui ressemblerait un peu à des essences légères.
On ne sait pas d'où ça vient, mais dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on circonscrit un périmètre et puis on entame des fouilles pour savoir d'où ça vient. Et c'est ce qui est en train d'être fait depuis hier, et par les équipes de la SAR et par la sécurité publique, et au fur et à mesure, nous vous informerons. Mais d'ores et déjà, retenez qu'il n'y a aucun danger pour personne et cela n'a rien à voir avec les pipes de la SAR. Et en attendant le démarrage de l'exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal, les formations dans le secteur de l'énergie s'intensifient. L'Institut Edge a formé une 3e promotion de Master 2 en droit et économie de la régulation. Ces diplômés ont donc été préparés plutôt à jouer un rôle important dans l'exploitation future du pétrole et du gaz au Sénégal. Abdourahmane Ly a assisté à la cérémonie de remise de diplôme compte rendu. C'est devant un parterre d'autorités, de régulation et d'experts dans bien des domaines que ces personnes ont reçu leur diplôme de Master 2 en droit et économie de la régulation. Une formation pour appuyer l'État en mettant à sa disposition des compétences requises pour l'application de la régulation. On a décidé, nous, au niveau de notre institut, de créer une formation dans ce sens-là. Et créer une formation, ça veut dire mettre à la disposition de l'État du Sénégal des acteurs ou des compétences qui vont pouvoir avoir la possibilité de faire appliquer la régulation. Il faut faire en sorte que ceux qui sortent des formations puissent acquérir des compétences et pouvoir les mettre à disposition tout de suite. Le ministre du Pétrole et des Énergies, Mohamedou Makhtar Cissé, par ailleurs parrain de cette promotion, a été représenté par Manar Sall. Le directeur de Petrosen pense qu'il est important de s'attarder un moment sur l'équidistance qui doit être nécessaire à la régulation. Elle doit être équidistante. On en a beaucoup parlé aujourd'hui entre le consommateur, l'État et les acteurs. Et donc c'est quelque chose qui permet de réguler le marché, qui permet de s'assurer qu'on a un jeu de la concurrence qui est maîtrisé. Donc c'est tout à fait important, surtout dans le secteur de l'énergie, qu'il y ait cette régulation qui permettra d'avoir tous les intérêts des différentes parties qui sont sauvegardés. Donc le ministre de l'Énergie ne peut qu'être content d'avoir. On a dans cette promotion-là 3 personnes, 4 même, qui sont dans ce secteur-là. Une formation peu connue en Afrique et qui offre pourtant bien des opportunités. Si vous prenez l'autorité des marchés publics, le directeur général, il a ce diplôme-là. Vous prenez le régulateur du secteur de l'électricité, il a ce diplôme-là. Chez les régulateurs de l'électricité, il y a des commissaires. Je crois qu'il y a 1 ou 2 commissaires qui ont ce diplôme-là. Vous prenez même le secteur de l'audiovisuel. Celle qui fait office de secrétaire général a ce diplôme-là. Vous allez dans l'ARMP, l'autorité des marchés publics, non seulement les directeurs, mais certains des cadres là-bas ont le diplôme. L'autorité des télécoms et des postes, ils ont également le diplôme. Donc la régulation, c'est pour ça que je dis que c'est la nouvelle forme d'action de l'État. Cela dit, il reste à relever certains défis dans le sens de réguler la régulation, surtout dans le secteur de l'énergie. Les défis sont importants, c'est très important. Donc c'est vraiment une question d'actualité et c'est important dans tout secteur qui est la régulation. Une conférence a précédé la remise des diplômes, un exposé avec en toile de fond régulation sectorielle et concurrence dans l'UEMOA, un thème décortiqué de long en large par l'ingénieur financier Diogo Diouf Fati. Abdourahmane Ly, merci beaucoup pour ce compte rendu. Le directeur général du port autonome de Dakar, Aboubacar Sadir Bey, a dirigé une opération de nettoiement ce samedi allant du rond-point de la mosquée de la Divinité au phare des Mamelles. Des agents de l'UCG, des agents du port autonome de Dakar et des élèves, eux tous ont ramassé tout ce qui est déchets et qui se trouvait sur le trajet. Une opération qui s'est déroulée sous le regard de la mairesse de Dakar, Soham El Wardini. Nos équipes étaient également présentes, Mamadou Bipa Sissoko et Augustin Mandan. Du rond-point de Ouakam jusqu'au point culminant de Dakar, le phare des Mamelles, ils n'ont rien laissé derrière eux. Armés de gants, masques et casquettes vissées sur la tête, ils répondent tous à l'appel du président de la République à faire de Dakar une ville propre. À leur tête, le directeur général du port autonome de Dakar, Aboubacar Sadir Bey. Vous avez aujourd'hui un point symbolique, le phare des Mamelles, qui est le point le plus culminant, le plus haut de Dakar, le point culminant de la ville de Dakar. Et vous avez vu qu'il y a déjà une érosion
au niveau des mamelles. Mais il y a tout un autre ensemble de projets qui pourront bénéficier les sportifs qui veulent faire de la marche, qui veulent faire de leur programme zéro déchet. Pour le directeur du port autonome, nettoyer c'est bien, mais ne pas salir c'est encore mieux. C'est pas en un seul jour qu'on va régler les problèmes, mais nous sommes déjà satisfaits de ce qui a été fait aujourd'hui. Pour les moyens humains, parce que ça commence par la volonté. Il faudrait que ce soit quelque chose qui soit approprié par les populations, qu'on ne mette pas déjà de déchets, parce que c'est bien de ramasser les ordures, c'est bien de nettoyer, mais il vaut mieux ne pas salir. Hormis l'appel du président de la République, le directeur général du port justifie leur initiative par l'importance de leur secteur. Allons rendre visite à présent aux Sénégalais de l'extérieur. La 8e édition du mois du Sénégal est prévue en avril 2020 en Amérique du Nord. Tous les ans, le regroupement des Sénégalais du Canada célèbre le travail des ressortissants de la diaspora, Sophia Ba et Barasso. Le regroupement général des Sénégalais du Canada, réunissant l'ensemble des ressortissants du pays, demeurant en Amérique du Nord, existe depuis maintenant 26 ans. Avec comme objectif principal de renforcer une identité partagée par chacun des membres, c'est toute une communauté qui se retrouve à travers des valeurs collectives. Le président du conseil d'administration, M. Youssouf Baldé, nous en dit plus sur la nature de ce groupe. C'est une association apolitique, non confessionnelle, donc vraiment qui regroupe toute la communauté sénégalaise qui vit au Canada, que ce soit des étudiants, des immigrants, des travailleurs. Donc c'est vraiment une association qui fédère, qui essaye quand même de fédérer toutes les associations qui sont là. Donc nous, quand même, on est une association qui bouge beaucoup, très dense, parce que quand même, on arrive à organiser beaucoup de choses pour faire rayonner le Sénégal. C'est quand même l'une des missions quand même du regroupement général des Sénégalais, c'est de faire rayonner le Sénégal, de favoriser l'intégration aussi de la communauté sénégalaise qui vit au Canada sur le sol canadien. Le mois d'avril est un mois de célébration au sein du regroupement, avec au programme conférences, journées économiques, safari culinaire, kermesse, concerts, tous aux couleurs du Sénégal, marquant le mois de l'indépendance. Un événement annuel qui connaîtra sa 8e édition cette année, en avril 2020. Je pense que maintenant, le mois du Sénégal est quand même très bien connu au Canada et même aussi au niveau du Sénégal, parce que nous sommes maintenant à la 8e édition. Ça fait 8 ans que nous l'organisons. C'est vraiment tout un mois d'activité. Et pendant ce temps, on essaie quand même de faire la promotion culturelle, économique, sportive, vraiment sur tous les secteurs d'activité. Nous essayons de les toucher pour vendre la destination Sénégal et montrer qu'est-ce que le Sénégal fait de mieux. Et aussi par ricochet, qu'est-ce que les Sénégalais au Canada aussi sont en train de faire pour pouvoir les transposer ici au Sénégal. En tant qu'association à but non lucratif, le RSCG autofinance la totalité de ses activités en permettant les membres actifs de participer à part entière à la structuration de l'organisme. Le message derrière cette mobilisation reste le travail et le patriotisme des Sénégalais de l'extérieur. Le but, vraiment, c'est de magnifier d'abord la façon dont les Sénégalais vivent à l'extérieur. Ils font de belles choses qui ne sont pas toujours connues du pays. Et ça, c'est déjà, ce programme-là nous permet de le montrer. Mais sinon, le but ultime, c'est vraiment que une autre façon de faire de la vie associative. Parce que quand même, il faut le rappeler, le regroupement général des Sénégalais n'est pas financé. Donc nous n'avons aucune subvention. C'est des Sénégalais qui sont intégrés au Canada et qui se sont levés et qui font tout ce travail-là. On va chercher les fonds, on organise ces activités-là. Je peux même oser dire que nous sommes un bras, un relais avec l'ambassade. C'est un travail peut-être que l'administration devrait faire, mais nous, les Sénégalais, nous avons pris aussi les devants et nous travaillons en parfaite intelligence avec l'ambassade du Sénégal au Canada qui nous soutient dans nos activités aussi. La diaspora sénégalaise demeure très attachée à son pays, même au-delà des frontières nationales.
Mamadou Guekassé que nous retrouvons ce soir pour la page internationale. Le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, majoritaire à l'Assemblée nationale populaire, n'en démord pas. La formation historique estime que c'est à la Cour suprême de trancher la validité du second tour de la présidentielle du 29 décembre dernier et non à la commission électorale. Vendredi, l'instance a confirmé sur son site les résultats provisoires annoncés le 1er janvier dernier, donnant la victoire à Umaro Sissoko Embalo avec plus de 53% des voix contre plus de 46% des voix pour son rival Domingo Chimanche Pereira. La Commission nationale précise qu'elle considère les résultats comme définitifs et qu'elle va les publier au journal officiel. Ces résultats sont fermement contestés par le PAIGC qui a déposé mardi un deuxième et ultime recours auprès de la Cour suprême. Objectif, demander leur annulation. Le parti dénonce notamment des fraudes et des irrégularités, bien que des observateurs aient estimé que la présidentielle s'est bien déroulée. La peur d'une balkanisation de la République démocratique du Congo revient en force dans les discours alimentés par des bruits insistants d'une intervention militaire du Rwanda à l'Est et les souvenirs d'un réel morcellement du pays il y a 20 ans. La RDC est déjà balkanisée à 70% et l'actuel président Félix Tshisekedi poursuit l'œuvre de son prédécesseur Joseph Kabila à lancer l'ex-candidat à la présidentielle Martin Fayulu. Des accusations vite démenties par des autorités, les Nations Unies et le Rwanda. Un proche de Martin Fayulu, l'ex-premier ministre Adolphe Muzito, a même suggéré de faire la guerre au Rwanda pour ramener la paix dans l'Est de la RDC. Originaires de l'Ouest, ces deux opposants soufflent sur les braises des conflits à l'Est où plusieurs événements fin 2019 ont ravivé le souvenir d'une division en trois du pays au début des années 2000. Une enquête de police ouverte pour déterminer l'origine d'un incendie qui a détruit avant l'aube une partie de la brasserie parisienne, la Rotonde, où Emmanuel Macron avait célébré sa victoire au premier tour de l'élection présidentielle de 2017. De sources proches de l'enquête, on indique que des traces d'hydrocarbures ont été retrouvées sur place, ce qui conduit à la piste d'un acte volontaire, mais pas d'éclat de verre, ce qui semble exclure le jet de cocktails incendiaires. Un gilet jaune roulé en boule a également été découvert par les enquêteurs. Le restaurant qui va fermer ses portes pendant plusieurs jours avait déjà fait l'objet d'une tentative d'incendie la semaine dernière. Des images de vidéosurveillance montrant un homme seul, peut-être un sans domicile fixe. Les conclusions seront tirées par l'enquête. Les deux boîtes noires du Boeing d'Ukraine Airlines abattues par un missile le 8 janvier dernier près de Téhéran vont être envoyées en Ukraine. L'information émane de l'agence de presse iranienne Tasnim. Les autorités iraniennes sont également d'accord pour que des experts français, canadiens et américains examinent les données contenues dans ces enregistreurs. Un porte-parole du bureau d'enquête et d'analyse français a indiqué que les discussions étaient toujours en cours entre l'Iran, l'Ukraine, la France, le Canada et les États-Unis. L'Iran dit avoir abattu par erreur cet avion de ligne ukrainien à bord duquel se trouvaient 176 personnes, toutes décédées. Merci beaucoup Mamadou Guekassé pour la page internationale. Un autre point dans ce journal, ces meurtres atroces d'enfants notés dernièrement au Sénégal nous ont émus en tant qu'humains. Le dernier en date mardi dernier, une fillette de 4 ans qui a été retrouvée égorgée à Kantène, un village situé à quelques kilomètres de Ziguinchor. Et nous avons pris ce meurtre comme prétexte pour choisir un article de la semaine. Le quotidien Vox Populi a réalisé un reportage sur la question cette semaine. L'article est intitulé, je cite, « Au moins 6 enfants ont été tués en un an ». L'auteur Ramawad, Elhaj Malik Cissé et Seleman Diallo ont rencontré la jeune journaliste. Maïmouna Bari, née il y a à peine 4 ans, a été égorgée à Kantène. Un acte barbare et ignoble qui a ému ma consoeur de Vox Populi. C'est difficile à vivre. En tant que femme, j'ai le cœur lourd et sentiment de tristesse. C'est le dire pub
qui m'a annoncé la nouvelle, qui m'a dit qu'il y a une fille qui a été égorgée à Kantine. Il faut faire quelque chose sur ça. Alors moi, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé que E-Media a publié en écoutant aussi la radio. Dans l'article publié en page 3, le père de la victime, sous le choc, avec un cœur lourd, témoigne. Elle m'a dit que les autres enfants l'ont informé qu'un homme est passé ici et qu'il a tenu mon enfant par la main avant de l'amener avec lui. La nuit, j'ai prié pour la retrouver, mais en vain. Ce matin, alors que j'étais à la mosquée, j'ai été informée que son corps a été retrouvé sous les arbres. Quand je suis arrivée, j'ai constaté qu'elle a été égorgée. Les sapeurs-pompiers, accompagnés de la gendarmerie, ont amené le corps sans vie de la fillette, dont la gorge a été largement tranchée et il ne restait qu'une infime partie pour séparer la tête du restant du corps. Au moins 6 enfants assassinés en un an. Vox Populi est revenu sur quelques cas notés depuis janvier 2019. Depuis janvier 2019, c'est le 6e cas de mort violente d'enfants dans le pays. Il y a eu des cas à Touba, à Mbour récemment, également aux Parcelles Assainies en avril 2019 et à Malika où des enfants ont été froidement assassinés. Il faut que les parents surveillent leurs petits et avoir beaucoup de vigilance. Pour Ramawad, l'État doit sévir. C'est vrai que l'État avait annoncé des mesures en 2018 déjà, suite à la série de rapts d'enfants et meurtres. On peut dire qu'il est attendu de l'État de prendre des mesures décisives, notamment des sanctions sévères pour les coupables, comme cela était le cas de la loi criminalisant le viol et la pédophilie. Merci à Elhadj Malick Cissé et à toute son équipe de l'article de la semaine. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de la régie à suivre la météo hier. Restez avec nous sur ITV. Les infos reviennent à minuit du Kipri Bari avec Baba Ndiaye. Et moi, je vous donne rendez-vous demain, 19h45 pour le journal. Bonsoir à tous.